Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un intrapreneur social. Qui sont les personnes dans la salle qui ont entendu parler déjà de l'intrapreneuriat social? Il y a quand même 10-20%, c'est bien. Enfin, en tout cas, moi, il y a 5 ans, je ne savais pas. Je ne savais pas que j'en étais un jusqu'au jour où une journaliste de l'Express est venue m'interviewer, c'était en début 2012. Elle m'a dit, vous êtes un intrapreneur social chez BNP Paribas, comment est-ce que vous avez fait pour faire bouger une grande entreprise? Et je lui ai raconté mon histoire, que je vais vous raconter, mais d'abord, comment cela en fait m'a amené à publier un livre qui vient de sortir avant-hier, donc juste à temps pour le Forum du Havre. Ce livre qui est un guide pour les intrapreneurs sociaux, pour les 90% qui ne savent pas encore ce que c'est. Alors, l'intrapreneuriat social, c'est des gens qui, à l'intérieur d'une entreprise, sont des salariés presque ordinaires, mais qui font bouger cette entreprise de l'intérieur, donc c'est le côté intra, et c'est le côté entrepreneur, et puis social, parce qu'ils font cela dans un but social, donc mais en restant tout à fait dans un mode business. Mon histoire personnelle d'abord chez BNP Paribas, je suis désolé, je vais vous parler un petit peu de moi. Donc tout ça a commencé d'abord par un engagement bénévole dans la microfinance en France avec l'ADI, et puis ceci m'a amené un peu plus tard, c'est-à-dire en 2006, à une idée business. Moi j'étais un banquier tout à fait classique, j'avais travaillé dans la banque commerciale pendant une vingtaine d'années, et à un moment donné, j'ai eu cette idée toute simple, en exerçant notre métier de banquier, nous pouvons également avoir un impact social. C'était fin 2005, début 2006. Je suis allé présenter cette idée auprès de mon ancien patron, qui m'a accueilli avec beaucoup de bienveillance, et qui m'a dit « C'est une bonne idée, ça va intéresser la direction générale, mais allez d'abord voir telle et telle personne de ma part. » Et en fait, je vous la fais court, mais en 4 mois, j'ai eu l'occasion de rencontrer 40 personnes individuellement, qui étaient juste en dessous du niveau de la direction générale, et chacun me disait « Ah oui, oui, c'est un bon sujet. Allez voir telle et telle personne de ma part. » Et donc chacun ouvrant la porte du suivant, j'ai rencontré cette quarantaine de personnes, mais en avril 2012, en avril 2006, j'étais un petit peu désespéré parce que tout le monde était supporter, mais personne ne m'avait dit on passe à l'action et on va bâtir quelque chose. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé un rendez-vous avec le numéro 2 de la banque. Moi j'étais niveau N-5, N-6 à ce moment-là. J'entre dans son bureau, je savais que j'avais un quart d'heure pour vendre mon idée. Et en 10 minutes, il avait parfaitement compris qu'il s'agissait d'un sujet business, c'est-à-dire de financer des institutions de microfinance, mais en même temps d'un sujet avec un énorme impact sociétal, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE, à l'époque ça s'appelait développement durable, et après 10 minutes, il m'a dit c'est un très bon sujet, je vous soutiendrai, vous passez le mois prochain devant le comité exécutif. Le comité exécutif, donc c'est le top du top, c'est les 12 apôtres, donc ça s'est plutôt bien passé puisque je suis encore là. Et donc on a déployé dans les mois qui ont suivi ce projet. Donc je suis sorti de la banque commerciale classique dans laquelle j'avais évolué pendant 20 ans pour lancer cette activité de microfinance. Et en 2012 également, donc, on a initié, avec le soutien de la direction générale, le projet concernant l'entrepreneuriat social. Donc en 9 ans maintenant, nous avons financé une quarantaine d'institutions de microfinance, pour l'essentiel dans les pays du Sud, mais également en Europe. Et nous avons financé depuis 3 ans environ 300 entreprises sociales. Ça veut dire un impact social, rien que dans la microfinance, un impact social cumulé sur environ 2 millions de personnes, 10 millions si on compte les familles. Et dans les entreprises sociales, 300 entreprises sociales cumulées sur différents territoires, c'est un impact considérable. Voilà, l'histoire que je viens de vous raconter, en fait, c'est l'histoire d'autres intrapreneurs. Alors vous en avez eu un tout à l'heure, c'était Gilles Vermeau-Desroches, qui a été un intrapreneur social chez Schneider, et avec toute une équipe, donc a fait énormément évoluer le groupe Schneider sur le sujet de l'accès à l'énergie.
Vous en avez un autre au deuxième rang, c'est François Rouvier chez Renault, qui, avec Claire Martin, a beaucoup fait avancer le sujet de la mobilité. Le point commun entre tout ça, c'est comment, dans son métier de financier, d'industriel, on peut faire quelque chose qui est dans le cœur de métier de l'entreprise, mais en même temps qui permet d'avoir un impact social. Et c'est la raison pour laquelle j'ai sorti ce livre. C'est mon premier livre que j'ai réalisé avec une amie qui s'appelle Valérie de la Rochefoucauld. C'est pour elle aussi son premier livre. C'est un livre qui vise à répondre à toutes les questions que les gens sont venus me poser de manière individuelle depuis 10 ans. Comment est-ce qu'on devient un intrapreneur social ? Les obstacles à surmonter, on a vécu tous plus ou moins la même chose, c'est ce que j'appelle les 3 I, c'est-à-dire inertie, ignorance et isolement. Ma propre inertie en tant que personne, mais aussi l'inertie de l'entreprise. L'ignorance, c'est-à-dire que moi, en 2006, la microfinance, je connaissais à peine, je connaissais seulement le cadre français, on a élargi ça aux dimensions du monde. Et puis, l'isolement, parce que en 2006, il y avait très peu de gens dans l'entreprise qui savaient ce qu'était la microfinance, et il y avait très peu de gens dans le monde bancaire qui savaient ce que c'était que la microfinance. Donc, c'était une percée conceptuelle. Donc, les intrapreneurs sociaux, ils ont ces 3 obstacles à surmonter. Ce guide leur permet justement d'avoir des outils concrets permettant justement de passer à l'action. Alors, ça m'amène à mon sujet, je suis exactement au milieu de mon temps de parole, c'est la réponse à la question que peuvent faire les multinationales pour contribuer à l'économie positive. Alors la question était plus exactement formulée, que doivent faire les multinationales? Elles ne doivent pas. Il n'y a pas d'obligation juridique ni morale. Mais comme le disait hier soir Édouard Philippe, le maire du Havre, c'est dans leur intérêt bien compris de développer l'économie positive. Et ce pour 3 raisons. La première raison, c'est les engagements en matière de responsabilité sociale. La responsabilité sociale ou sociétale, ça s'inscrit aujourd'hui pour les entreprises dans le cœur du business. C'est en exerçant notre métier de banquier ou d'industriel que nous avons des impacts sociaux ou environnementaux. Le deuxième aspect, c'est l'aspect innovation. C'est-à-dire que pour les entreprises qui découvrent ce qu'on appelle aujourd'hui le bottom of the pyramid, la base de la pyramide dont parlait Gilles tout à l'heure, c'est extrêmement important de s'adapter à ces nouvelles clientèles avec des produits nouveaux. Donc on est dans l'innovation de produits, de clientèle, de processus. Et puis le troisième aspect, c'est l'aspect ressources humaines. Je peux vous dire que quand nous avons lancé les activités de microfinance il y a 9 ans, et encore plus aujourd'hui, eh ben, chez BNP Paribas, les gens sont collectivement fiers, mais on pourrait dire la même chose chez Renault, chez Schneider, etc. Les gens sont collectivement fiers de participer à cette aventure collective, de participer à une entreprise qui a des impacts sociétaux et qui leur permet de participer soit dans leur ligne d'activité, soit également avec des activités bénévoles. Nous avons deux associations qui proposent du bénévolat de compétences. Alors la question, c'est, après le pourquoi, c'est le comment. Comment les entreprises peuvent favoriser ce genre d'action de l'intrapreneuriat social? Ce n'est pas quelque chose de naturel. Le nombre d'intrapreneurs que j'ai confessés pour mon livre, qui m'ont dit on a dû se confronter à des obstacles, par exemple, c'est pas le bon moment, ça rentre pas dans notre business plan, on n'a pas le budget. Enfin, je vois au premier rang François Rouvier qui connaît bien ce genre de problème. Puis je suis sûr qu'en coulisses, Gilles n'est pas encore parti prendre son train, il est en train de m'écouter. Donc la question de l'inertie par rapport au changement, on n'a pas l'expertise, on ne sait pas comment faire. Donc, il y a 3 catégories d'obstacles. Le premier obstacle, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est de convaincre le top management sur un sujet radicalement nouveau, que ça entre effectivement dans les activités business de l'entreprise et que c'est important de lancer quelque chose. Le deuxième obstacle,
Et c'est probablement le plus difficile, parce que ça touche à l'évolution des mentalités. Le deuxième obstacle, c'est l'obstacle du middle management. Un middle manager n'a absolument aucun intérêt à laisser partir de son équipe un intrapreneur pour développer quelque chose de radicalement nouveau. Donc, c'est la question de développer une culture de collaboration à l'intérieur de l'entreprise pour encourager ce genre de processus. Et puis le troisième sujet, c'est en termes d'incubation de l'innovation, et c'est une chose que nous avons fait chez BNP Paribas, c'est très récent puisqu'on l'a lancé au mois de février, des incubateurs d'innovation, justement. Vous mettez une quinzaine de personnes venant de tous les horizons de la banque, avec des projets assez concrets déjà. Vous les mettez à 20% de leur temps pendant 3 mois dans cet incubateur, avec des gens qui vont les accompagner, les coacher, etc. Et il en ressort quelque chose. L'accompagnement de l'innovation, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Voilà les trois facteurs de succès, à mon avis, pour le développement de l'intrapreneuriat social dans les grandes entreprises. Alors, je vais conclure avec deux messages forts. D'une part, au niveau de l'entreprise, ce que nous avons fait chez BNP Paribas, ou ce qu'ont fait un certain nombre d'entreprises que je cite dans mon livre, entre autres Schneider et Renault, c'est à la portée de n'importe quelle entreprise, mais c'est d'abord un sujet de la direction générale pour lancer ce genre d'innovation. Le deuxième message, ce que j'ai fait moi en tant qu'individu, c'est aussi quelque chose qui est possible. La question, c'est de se mettre en mouvement, de commencer à se mettre en mouvement. Et le premier pas va appeler un deuxième pas, qui en appellera un troisième, et on va être étonné de voir les portes qui vont s'ouvrir à ce moment-là. Je ne sais pas si la caméra capte bien, parce que j'ai les lumières en plein dans les yeux. Vous savez qu'en France, on dit « impossible n'est pas français ». Les anglo-saxons ont une autre expression. Ils disent « impossible ». No, I am possible. Alors heureusement que j'ai parlé avec Gilles, parce que je croyais que cette phrase était d'Audrey Hepburn dans les années 40. Et en fait, Gilles m'a appris, je suis désolé mais je n'ai jamais été scout, Gilles m'a appris qu'en fait c'était Baden-Powell dans les années 1905. Donc c'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour vous accompagner sur la route. Merci de votre attention et je serai ravi d'avoir un dialogue avec vous après Meet the Speaker. Au revoir.